Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, Fillon, Juppé, Sarkozy, la guerre des trois s'accélère tandis que l'ex-président détaille ses idées dans le Figaro magazine. À paraître demain, François Fillon le contredit sur l'affaire Big Malion. Et autre accro pour Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac choisit Juppé pour 2017, contrairement à sa femme. Autant d'éléments qui relancent de plus belle la bataille des hommes et des projets. On en parle tout à l'heure. Les suites du basculement à droite du Sénat, après Gérard Larcher élu président de la Chambre haute, c'est un autre filloniste qui s'impose à la tête du groupe UMP. Bruno Retailleau, le président du Conseil général de Vendée, a remporté la partie face à Roger Carucci et Gérard Longuet. Pierre Moscovici sur le grill, c'était l'affluence des grands jours au Parlement européen pour l'audition du futur commissaire français. L'ancien ministre a dû prendre ses distances avec Paris pour convaincre l'auditoire de son impartialité. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. En Turquie, le Parlement autorise une intervention contre les djihadistes de l'État islamique. Après l'avoir refusé, le voisin turc s'engage finalement dans la coalition pour frapper en Irak et en Syrie, alors que sa frontière est directement menacée. De son côté, la France renforce son dispositif militaire. Notre rôle, les buts de cette guerre, les finalités, on en parle avec l'historien Benjamin Stora. Il est notre invité pour l'entretien jeudi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Tout s'accélère dans la bataille à droite, à la fois la campagne comme les coups. En meeting à Troyes, Nicolas Sarkozy se pose ce soir en rassembleur. Mais les accros se multiplient pour l'ex-président. Il y a d'abord l'affaire Big Malion et puis le soutien de Jacques Chirac à Alain Juppé. Tous les détails avec Mounir Soussi. En une phrase, Jacques Chirac électrise l'ambiance à l'UMP. Après avoir soutenu François Hollande contre Nicolas Sarkozy, l'ancien président adoube Alain Juppé dans la course pour 2017. J'ai toujours su qu'Alain Juppé serait au rendez-vous de son destin et de celui de la France. Peu de choses pouvaient me faire plus plaisir pour moi-même, pour lui et surtout pour notre pays. Cette déclaration ne fait pas plaisir à son épouse Bernadette Chirac, en campagne pour Nicolas Sarkozy, de retour dans la course pour la présidence de l'UMP et qui se pose comme la seule alternative crédible. Une posture qui agace son ancien Premier ministre. Considéré comme un simple collaborateur durant son passage à Matignon, François Fillon ne s'effacera plus. Je n'ai pas le culte des sauveurs, mais j'ai le culte des idées. Et aujourd'hui, la question n'est pas de savoir qui peut battre François Hollande. A priori, tout le monde. Et quand l'ancien président cible Alain Juppé en rappelant sa condamnation de 2004 et sa traversée du désert, le maire de Bordeaux riposte cinglant. Écoutez, en matière d'ennui judiciaire, vaut mieux pas se livrer dans un match là. Légèrement en retrait de ce combat des fauves politiques, Bruno Le Maire laboure le terrain au contact des sympathisants et glisse subtilement dans son message une demande d'inventaire des années Sarkozy. Et ça fait 3 mois que je suis en campagne, précisément pour porter cette voie du renouveau et dire aux militants, tournez la page, mettez quelqu'un de neuf à la tête du parti et vous verrez, je ferai le travail. Un travail qui consistera à mettre au point un projet solide. Tous les prétendants ont dévoilé leur programme, mais Nicolas Sarkozy risque de les éclipser avec ses propositions clivantes sur les 35 heures ou les fonctionnaires qu'il vient de présenter dans une interview. Et on va s'arrêter un moment ce soir sur les suites de l'affaire Big Malion. 3 anciens cadres de l'UMP, dont l'ancien directeur général adjoint Éric Césari, ont été placés en garde à vue. Et les 3 juges d'instruction en charge de ce dossier comptent bien remonter la hiérarchie pour tenter de démêler tous les fils de cette affaire. Jérôme Bonnard. C'est donc au tour de 3 ex-cadres de l'UMP d'être entendus par l'Office anticorruption de Nanterre. Parmi eux, l'ex-directeur général adjoint Éric Césari, que l'on surnommait l'œil de Sarkozy. Il est soupçonné d'être impliqué dans l'affaire Big Malion. C'est une nouvelle étape dans l'enquête, alors que les cofondateurs de la société de communication sont aussi mis en examen depuis hier. Magistrats et policiers cherchent à prouver la mise en place d'un système de fausses factures qui aurait financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Près de 19 millions d'euros auraient été ainsi facturés à l'UMP par Big Malion, notamment lors de fausses conventions, pour permettre de ne pas dépasser le plafond de campagne de l'ancien président, qui déclarait pourtant sur France 2 le mois dernier avoir appris le nom de Big Malion bien après. Affirmation contredite ce matin par certains, dont l'ancien Premier ministre François Fillon.
C'était pas un secret, c'était même assez visible puisque à peu près toutes les campagnes de communication, l'ensemble des activités de l'UMP et du groupe UMP à l'Assemblée nationale étaient accompagnées par Big Malion. Donc je pense que tout le monde connaissait l'existence de cette entreprise. L'affaire Big Malion est visiblement loin d'être terminée et pourrait durablement empoisonner la course à la présidence de l'UMP cet automne. Et on évoque à présent les suites du basculement à droite du Sénat. Après Gérard Larcher, élu président de la Chambre haute, c'est un autre filloniste qui s'impose à la tête du groupe UMP, Bruno Retailleau. Le président du Conseil général de Vendée a remporté la partie face à Roger Carucci et à Gérard Longuet. Il devient donc le patron du groupe UMP au Sénat. On écoute sa réaction. Mon travail, c'est de rassembler. Mon travail, c'est d'animer le groupe et c'est de faire aussi que le groupe soit à la fois un groupe de combat et de débat. De combat quand le gouvernement nous proposera de mauvaises lois. On doit protéger les Français. C'est notre mission. Mais en même temps, on ne sera pas dans le réflexe pavlovien d'opposition. On sera aussi un groupe de débat pour construire. Et je pense qu'on fera des propositions pour montrer aux Français que le Sénat, c'est pas seulement la raison, mais que ça peut être aussi l'imagination. À chacun ses journées parlementaires. Il y a celle des Verts qui se tiennent en ce moment à Amiens, au moment d'ailleurs où l'Assemblée nationale a entamé les débats sur le nucléaire. Et le Front de gauche de son côté qui a réuni militants et élus à Martigues. Les communistes inquiets de leur perte de vitesse auprès des Français. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Pour leur journée parlementaire, les communistes ont décidé d'aller sur le terrain. Elle vigue un peu dans le territoire parce que le territoire il est riche de sa diversité et on a besoin de connaître cette réalité. Et c'est fondamental et essentiel. Tout ne se joue pas au Palais du Luxembourg. Au programme, l'un des groupes d'élus visite le quartier des Aigues-Douces à Port-de-Bouc, un quartier en rénovation, et c'est la maire en personne qui leur sert de guide. Aujourd'hui, on a sur le territoire de Port-de-Bouc, par exemple, des dockers qui partent à la retraite. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans nos journées parlementaires, ce que l'on a commencé d'ailleurs l'an dernier également, c'est de se confronter l'application d'un texte de loi, qu'est-ce qu'il donne, quelles en sont les conséquences. Dans un tout autre décor, un autre groupe de parlementaires découvre les richesses culturelles de Martigues. Lors des journées parlementaires, on n'avait pas ce type d'initiative. C'était aussi un peu lassant d'être enfermé dans une salle, dans une ville qui nous accueille, sans aller sur le terrain et découvrir quelles sont les réalisations. En même temps, ça nous aère l'esprit et ça nous permettra sans doute de mieux échanger, de mieux discuter demain matin. Demain matin, fini le grand air, les élus se retrouveront pour débattre. Est-ce que vous associez les citoyens ? Est-ce que vous associez les citoyens à vos choix ? Oui. Et cette fois-ci autour d'ateliers sur les thèmes de l'austérité et de la réforme territoriale. La suite du 22h et dans un instant, c'est le grand entretien du jeudi soir. Mon invité, c'est l'historien Benjamin Stora. Interview enregistrée quelques instants avant ce journal. Elle est à suivre juste après le tour de l'info en France et dans le monde. Il est préparé ce soir par Agathe Pécastin. L'enquête sur l'exécution d'Hervé Gourdel avance peu à peu. La justice algérienne a engagé des poursuites contre 15 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'assassinat de l'otage français. Tous de nationalité algérienne, ils appartiennent au groupe terroriste apparenté à l'État islamique. C'était le jour du grand oral pour Pierre Moscovici. Le candidat au poste de commissaire à l'économie a été auditionné par le Parlement européen. 3 heures d'échanges houleux. Beaucoup d'eurodéputés majoritairement de l'opposition estiment sa candidature à contre-emploi. L'ancien ministre de l'économie n'a pas rempli les objectifs d'équilibre budgétaire dans son propre pays. Aujourd'hui, c'est pour devenir responsable de ces mêmes équilibres dans toute l'Europe. Face aux attaques contre son impartialité, Pierre Moscovici riposte. Mais je veux vous dire très directement et de manière formelle que je ne serai pas dans mes fonctions l'ambassadeur d'un pays ou d'un parti. Je serai, comme vous êtes en droit de l'exiger, un commissaire européen entièrement voué à sa tâche.
La tension est montée d'un cran dans les rues d'Hong Kong. Les milliers de manifestants pro-démocratie réclament toujours la démission du gouverneur accusé d'être la marionnette de Pékin. Devant le siège du gouvernement, les policiers chinois semblent se préparer à un véritable siège. Selon cet opposant, les forces de l'ordre s'organisent pour déloger les contestataires. Il semble que la police cache de vraies balles dans des boîtes où serait censé se trouver de l'eau. Si vous pouvez voir, vous pourrez lire « cartouches, petites armes ». 10 migrants africains sont morts et des dizaines d'autres ont disparu en mer. Les rescapés du naufrage ont été secourus au large des côtes libyennes. Près de 180 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation de fortune. Selon les Nations Unies, plus de 2200 personnes ont péri en tentant de franchir la Méditerranée depuis juin. L'entretien du jeudi 22h avec notre invité ce soir. Il est professeur des universités, grand spécialiste de l'histoire du Maghreb. Il a récemment pris la tête de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Benjamin Stora, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, on est ravis de vous accueillir. On va évoquer ensemble différents sujets. Mais d'abord l'actualité, eh bien elle est dramatique, tragique. Encore, j'allais dire, encore un drame au large des mers libyennes. La Méditerranée devient un cimetière pour les migrants aujourd'hui. Malheureusement, depuis plusieurs années maintenant, la Méditerranée est une sorte de cimetière. C'est un aspect tragique de la mer Méditerranée. On aimerait que la mer Méditerranée renvoie à d'autres choses, de civilisation, de culture, de loisirs. Mais c'est malheureusement ça aussi, la Méditerranée aujourd'hui, puisque depuis une vingtaine d'années maintenant, plusieurs milliers de migrants meurent en Méditerranée. C'est un record, 2014. C'est un record déjà près de 4000 migrants qui sont morts en Méditerranée, avec des chiffres aussi très importants de passage d'une rive à l'autre de la Méditerranée, puisque tous les records là aussi ont été battus. Près de 100 000 migrants sont passés d'une rive à l'autre de la Méditerranée depuis environ un an maintenant, ce qui est considérable, ce qui est énorme. Et c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à prendre toute la mesure de l'ampleur du problème. On s'en aperçoit en France, par exemple, avec ce qui se passe à Calais, par exemple. Oui, oui. On peut se souvenir également, c'était l'année dernière, presque à la même période, à un jour près de Lampedusa, le drame de Lampedusa, avec plus de 500 migrants qui avaient été pris au piège. Mais on a l'impression, Benjamin Stora, d'une impuissance. Une impuissance, alors ça concerne l'Italie, ça concerne aussi l'Europe, une impuissance de nous tous. Bah oui, parce que ça renvoie en fait à ce qui se passe dans les pays de départ, fondamentalement. C'est-à-dire que la question de l'immigration ne peut pas se circonscrire, se borner au pays d'accueil, c'est-à-dire à l'Europe. Il faut aussi réfléchir sur tout ce qui se passe en amont, au drame qui se joue en amont sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique aussi. Parce que beaucoup de ces hommes et de ces femmes quittent ces territoires par besoin de désir, de liberté. Et donc, on doit aussi s'interroger sur la jonction possible qu'il faut faire, pas simplement sur le plan économique avec le co-développement, mais aussi sur le plan politique. Lorsque vous avez des Érythréens, par exemple, qui fuient leur pays parce que c'est une dictature terrible, bah, il faut s'interroger aussi sur le type de soutien qu'on peut accorder à ce type de régime. Bien sûr. Et puis il y a les passeurs qui sont des assassins, et c'est prouvé avec ces différents drames. Et puis il y a aussi les flux d'immigration. Est-ce que la solution et le problème, c'est justement ces flux? Il faut les réguler. Il faut à la fois que les pays de départ et d'accueil, justement, s'en soucient. Oui, bien sûr. La question des flux est très importante. Mais vous savez, on vit maintenant dans un monde depuis le 21e siècle, on y est, bien entendu, qui est celui de la circulation mondialisée. Il faut aussi prendre en compte cet aspect. C'est-à-dire qu'on ne peut pas essentiellement voir la question des circulations migratoires sur le prisme de la sécurité, de l'enfermement, de la fermeture des frontières, etc. Mais on est dans un contexte de crise et vous savez bien qu'on le voit ainsi. Bien sûr qu'on le voit ainsi aujourd'hui en Europe, mais des millions et des millions de personnes bougent à travers le monde. Et en France, pardon, des gens quittent la France, émigrent. La France aussi est en train de devenir un pays d'émigration et pas simplement d'immigration. Je crois qu'il faudrait aussi avoir en perception une parenthèse, il la quitte pour quelle raison? Pour des raisons économiques. Oui, beaucoup. Beaucoup, parce qu'il y a fiscales, aussi peut-être d'autres. Certains, mais c'est surtout des désirs de réussite sociale, d'aventure aussi. Beaucoup de jeunes, dans les jeunes générations d'aujourd'hui, quittent ce pays, et la France aussi est un pays d'où l'on part. C'est pas simplement un pays où on réceptionne des milliers de migrants. Il faut espérer que ces jeunes partent pour revenir plus tard.
Parce qu'ils sont évidemment une richesse pour la France. Bien sûr, c'est une richesse momentanément perdue dans certains secteurs, hein, de la médecine, l'informatique, etc. Et il faut espérer bien sûr que la plupart de ces talents puissent revenir aujourd'hui en métropole, bien entendu. Alors revenons à ces flux migratoires. J'imagine que c'est l'un des sujets aussi qui concerne votre musée, hein, cette Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Comment vous arrivez justement à faire la promotion de cette cité alors qu'en ce moment, eh bien, l'immigration, on ne peut plus dire que c'est une chance. En tout cas, ce discours de dire que l'immigration est une chance, ça ne passe plus du tout, Benjamin Stora. C'est vrai que c'est un discours qui était très en vogue dans les années 80, par exemple. On se souvient des grandes expositions, les enfants de l'immigration à Beaubourg, le groupe Carte de séjour, les chanteurs comme Rachita ou autres, qui étaient très en vogue, très à la mode, et même les mannequins, les défilés, etc. Il y avait cette sorte, disons, d'engouement pour une société davantage ouverte, pluriculturelle, métissée, etc. On a l'impression déjà que c'est un autre temps. On a l'impression effectivement qu'on est rentré dans un autre temps en France, mais encore une fois, je fais cette parenthèse très rapide. À l'échelle internationale, c'est pas du tout le cas, hein, parce qu'il y a énormément de circulation. Prenons un exemple, un pays où ça se passe bien, justement, où il y a cette... Vous savez, dans beaucoup de pays qui reçoivent des migrants, il y a cette acceptation de ce qu'on pourrait appeler la société multiculturelle. Bien sûr, on peut citer l'exemple des États-Unis, mais il y a beaucoup d'autres pays où la question du multiculturalisme n'est pas une théorie, mais un fait. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est pas quelque chose sur lequel on va s'appesantir sur le plan idéologique, en fabriquant toute une série de récits très compliqués. Pas du tout. Le multiculturalisme, c'est quelque chose qui est à l'œuvre parce que le monde est fait aujourd'hui de circulation incessante sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan culturel et donc sur le plan humain. C'est ce que vous montrez justement dans cette cité de l'immigration, que c'est surtout une richesse, ça reste une richesse, que ce sont des flux, que ce sont des êtres humains qui voyagent, et donc une richesse également. Mais c'est une richesse d'abord sur le plan historique, c'est-à-dire de pouvoir regarder cette réalité historique en face. Déjà, cela, c'est déjà très important. C'est pour ça aussi qu'on appelle ce lieu le musée. On voit en même temps des images. On voit ce bâtiment d'ailleurs qui est magnifique parce que c'est un bâtiment art déco des années 30 avec une architecture marocaine aussi. Et on a cette tapisserie de pierre notamment qui serpente tout au long de ce musée. Et donc c'est aussi un endroit très beau. Quel type de public vient visiter ce musée ? Le type de public qui vient visiter ce musée, d'abord les scolaires. Ouais. C'est-à-dire les enseignants qui viennent avec les élèves des départements de la région parisienne, bien entendu, mais aussi de Paris intramuros et du reste de la France. C'est en grande partie le public scolaire. On voit beaucoup d'enfants, oui. Mais aussi, bien entendu, comme on le voit sur ces images, mais aussi, bien entendu, ceux qui ont des origines de l'immigration. Et je disais tout à l'heure, la question de l'histoire à regarder en face, c'est aussi cela. Parce que des millions de Français sont issus d'une histoire qui n'est pas cette histoire de l'Hexagone, mais qui vient du reste du monde. Et beaucoup ne connaissent pas vraiment cette histoire, hein. Les enfants de l'autre génération, ils ne la maîtrisent pas totalement. Ils ne la maîtrisent pas totalement, mais en même temps, il y a cette volonté, ce besoin, notamment dans les jeunes générations, de se réinscrire dans une sorte de filiation, de généalogie, pour que cette histoire, on puisse se l'approprier, non pas pour s'opposer au récit républicain, mais pour l'enrichir. Et c'est déjà cela, ce musée de l'immigration, c'est enrichir le récit républicain de toutes les palettes, de toutes les couleurs de l'histoire. Au moment où il y a une montée du Front National, d'ailleurs même ici au Sénat, il y a l'entrée de 2 élus frontistes. Il y a vraiment un Front National qui s'enracine dans le paysage politique et qui s'enracine localement. Ça doit être très difficile de porter ce genre de projet, de discours, celui que vous nous tenez ce soir. Bien sûr que c'est difficile. Il ne faut pas dire le contraire. C'est quelque chose qui n'est plus à la mode, qui n'est plus en vogue, même si c'est un fait, même si la France aura besoin dans les années qui viennent, qu'on le veuille ou non encore une fois, d'une main-d'œuvre aussi à la fois qualifiée, bien entendu. Sûr, oui. On a la question démographique en France, on ne peut pas aborder toutes les questions, bien entendu, mais dans des pays comme l'Allemagne, comme la France ou autres, la question de l'immigration et donc les besoins du patronat seront de plus en plus fortes. Pour que, effectivement, en France, on puisse continuer à travailler, à bâtir, à entreprendre, etc. Donc le discours qui consiste aujourd'hui à fermer, à se recroqueviller, à, disons, se barricader à l'intérieur des frontières nationales, c'est un discours qui ne tient pas compte des réalités mondiales du point de vue économique, d'abord. Et puis vous dites qu'on est trop renfermé sur nous-mêmes, on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur, finalement ? Oui, c'est une vieille culture française. Le fait que la culture française soit une culture qui ne soit pas tellement en prise avec la mobilité. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire coloniale, mais même dans l'histoire coloniale, il y a assez peu eu de mobilité française en histoire coloniale. Très peu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce que l'on a appelé les colons, entre guillemets, souvent venaient du pourtour méditerranéen, mais pas forcément de l'Hexagone. Donc il y a assez peu de culture, disons, du déplacement, de la mobilité dans l'histoire intérieure, politique et culturelle française. Eh bien, il faut aujourd'hui que la France se mette au diapason des bruits du monde et des circulations du monde. Alors l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est cette guerre qui se poursuit en ce moment
à la fois en Irak et en Syrie. Alors la France est engagée en première ligne sous leadership américain, pas encore en Syrie, peut-être bientôt, mais en tous les cas en Irak. Il y a beaucoup de questions qui se posent et de plus en plus de questions sur notre rôle et sur les buts, les finalités de cette guerre. Est-ce que vous partagez ces doutes ? Bon, il y a des doutes qu'on peut effectivement avoir hein, lorsque vous décidez d'entrer dans un processus de guerre. Vous savez, la formule est connue, mais elle est vraie. On ne sait jamais quand est-ce qu'on en sort. Hein. C'est toujours très facile d'entrer en guerre. Surtout mais alors, cette guerre-ci, j'allais dire, au Moyen-Orient compliqué. Oui, parce qu'il s'agit aussi d'une guerre où ceux qui combattent aujourd'hui en Syrie et en Irak se fondent très souvent dans les populations civiles et dans des villes de centaines de milliers d'habitants, comme Mossoul par exemple. Et donc là, c'est très très difficile à livrer bataille, disons, dans des situations où il y a cette sorte d'interpénétration entre ces djihadistes armés et les populations civiles qui, quelque part, sont prises en otage. Est-ce qu'on a tiré les leçons de nos interventions? Alors pas la France, puisqu'en 2003, nous n'étions pas en Irak, mais est-ce qu'on a tiré les leçons justement de ces interventions? Quand on agit sur le terrain, qu'est-ce qu'on laisse après? Qu'est-ce qu'on récolte? Vous savez, on pose souvent ce type de questions après coup. Mais lorsque il s'agissait, disons, de venir en aide à des populations civiles, par exemple à Benghazi en Libye, ou lorsqu'il s'agissait de sauver, pour ce qui concerne plus récemment l'Irak, la question de l'urgence est toujours posée. C'est-à-dire, bon, vous avez des populations civiles qui fuient, qui menacent d'être exterminées, alors il y a l'urgence de l'intervention. Et on ne peut pas récuser, à mon avis, cette question de l'urgence de l'intervention. C'est très difficile, on ne peut pas être en disant, attendez, on va réfléchir, et en attendant, les populations vont se faire massacrer. Non, je crois qu'il faut intervenir à ce niveau-là. Mais par contre... Donc la France a eu raison d'être aussi réactive mais je pense qu'il faut être réactif sur ces questions-là. Mais par contre, ça ne signifie pas qu'il faille ne pas réfléchir sur les causes profondes, disons, de cette dislocation des liens nationaux dans la plupart de ces pays. Parce que pour moi, c'est ça la grande question, la grave question. C'est en Libye, en Syrie, en Irak, etc. On a une sorte d'effritement, de dislocation de ce qui a fait les liens nationaux au lendemain, en particulier, des processus de décolonisation. Ça, on n'y réfléchit pas encore. Non. Et il y a un autre problème auquel on fait face en France, ce sont ces candidats au djihad. Ils sont français, Benjamin Stora, ils sont jeunes. À la une du Nouvel Observateur, il y a même le témoignage d'une jeune fille. Elle a 15 ans, elle s'appelle Léa et elle est séduite. Elle a été séduite par ce discours. Un discours donc porté par des terroristes, par des islamistes. Comment expliquer que des gens qui sont ici, qui sont français, etc., sont sensibles à ce genre de discours à des milliers et des milliers de kilomètres? Parce qu'ils sont pris aussi dans une sorte de, à mon avis, de flot générationnel, qui est très bien analysé d'ailleurs par un chercheur qui s'appelle Olivier Roy, et qui a parlé de nihilisme générationnel. C'est-à-dire cette espèce d'absence d'espoir qui les conduit vers cette sorte de fascination du chaos. C'est-à-dire au sens où il n'y a pas de possibilité de changer la société, d'être dans une société. Alors ils vont dans des situations extrêmes, terrifiantes, qui les amènent et les font dériver, disons, vers des situations de terrorisme, en fait, qui vont les enfermer dans des univers clos, fermés, dont ils vont avoir du mal ensuite à s'extraire, à s'extirper. Et ça, c'est une tragédie terrible pour ces centaines de jeunes aujourd'hui. Alors, tragédie aussi, évidemment, de l'assassinat de notre otage, Hervé Gourdel, qui a été assassiné en Algérie. Alors l'enquête se poursuit. La France a rappelé par la voix de François Hollande justement sa détermination à agir en Irak. Et puis il y a aussi l'Algérie qui a été touchée. Ce sont des cicatrices pour ce pays de voir justement ce genre de crimes perpétrés de nouveau après les années noires qu'ils ont connues. Bien sûr, et vous savez, moi je connais beaucoup d'Algériens. Ça fait très longtemps que je travaille sur l'histoire de ce pays. Je sais qu'on est regardé aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Et beaucoup d'Algériens sont profondément désolés de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à propos de l'assassinat odieux de cet otage. Surtout dans une région, la Kabylie, où je suis allé personnellement il y a très peu de temps en Kabylie. Il y a quelques semaines, notamment à Béjaïa, où j'ai prononcé une conférence devant des centaines de personnes. Et tous ces gens qui sont dans cette région en particulier sont extraordinairement tolérants, ouverts, ne partagent absolument pas toutes ces visions terribles de l'intégrisme, du repliement sur soi, de l'absence de démocratie. C'est tout l'inverse, précisément. Donc il y a eu, disons, à travers cette terrible tragédie, cette interrogation qui a traversé l'ensemble de la société algérienne, qui voudrait ne pas retomber dans les clichés, dans les stéréotypes et dans les anathèmes qui sont livrés contre elle. Donc moi, c'est ça qui aujourd'hui me touche beaucoup. Voilà, c'est cette question-là qui me touche beaucoup. Quoi. Alors Benjamin Stora, comme tous nos invités du jeudi soir, je vais vous demander de réagir à une semaine d'actualité qui est croquée, vous allez le voir, par notre dessinateur, Hervé Baudry. Je vais vous demander de choisir un dessin, celui qui vous a interpellé dans la semaine. Regardez.
Voilà, une actualité intense cette semaine. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ces dessins? Bon, évidemment, Hong Kong, c'est quelque chose de monumental. On sait que la Chine est un pays gigantesque, une des plus grandes puissances mondiales aujourd'hui. Elle est en passe d'être la première puissance mondiale. Donc ce qui se passe à Hong Kong, évidemment, interpelle le monde entier. Cet appétit de la démocratie, cette demande du suffrage universel. De cette jeune génération aussi, qui a de l'espoir et qui veut ces conquêtes démocratiques. Mais il y a aussi un autre aspect, un autre dessin qui m'a plus frappé peut-être, c'est l'entrée du Front National au Sénat, parce que ça c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important dans la vie politique intérieure française. Avec le fait qu'il y a 4000 grands électeurs qui ont voté pour le Front National, c'est considérable. Ça veut dire un maillage de différentes de la société. Étiquettes, des grands élus de droite et de gauche. Oui, alors là, ça, par contre, c'est une sorte de basculement, parce qu'il ne s'agit plus simplement d'un vote de protestation, d'un vote que l'on fait contre le système, mais il s'agit de grands élus, donc de gens qui s'assument en votant Front National et qui appartiennent au maillage politique traditionnel qui ont donc permis l'entrée de deux élus Front National ici. Alors Benjamin Stora, je voudrais qu'on termine également avec ce livre, La guerre d'Algérie, expliqué en images, magnifique ouvrage. Et je voudrais, voici, on voit la couverture, je voudrais qu'on voit la première photo, vous allez nous la commenter, on va la voir, la voici, avec ce petit garçon au regard malicieux. Ce petit garçon, c'est moi. C'est vous? C'est moi, Constantine, en 1952, donc j'avais tout juste 2 ans. Vous avez le même regard, vous savez. Oh, peut-être, c'était une photo familiale, en fait. Il est important, ce livre. Il est important parce que c'est le 60e anniversaire du début de la guerre d'Algérie, novembre 54, novembre 2014. Un anniversaire difficile pour beaucoup de personnes, mais aussi qui signifie pour d'autres le passage à la décolonisation. Donc c'est un moment très important, cette histoire de la guerre d'Algérie qui va durer 8 ans quand même. Voilà, un moment très important auquel vous consacrez cet ouvrage avec des magnifiques vraiment photos à découvrir. La guerre d'Algérie expliquée en images. Merci beaucoup Benjamin Stora d'avoir été notre invité. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous surtout d'avoir été avec nous ce soir. Merci plus généralement de votre fidélité. Je vous souhaite une belle et douce nuit. On se retrouve bien sûr lundi avec plaisir toujours.